Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Denis Villeneuve et de Dune. Pourquoi est-ce qu'on va revenir sur Dune aujourd'hui? Tout simplement parce que Dune est en salle, est en exploitation depuis 2 semaines à son maximum, et on voit que les chiffres sont plutôt bons à l'heure actuelle, donc je vais vous expliquer à peu près là où il devrait se terminer au box-office, vers quel montant on peut l'estimer à l'heure actuelle. Et puis, on va parler de Denis Villeneuve, de ce qu'il a réellement amené avec Dune et ce qu'il a dû rejeter du livre. On va pouvoir parler de cela que je n'ai pas amené dans mes vidéos spoilers sur Dune, la partie 1 et la partie 2. Donc, on va revenir sur les livres de Frank Herbert. Moi, vous voyez, j'ai le Messie de Dune avec moi sous la main, mais j'ai les 4 autres récits qu'il a écrits, puisque ça s'arrête ensuite jusqu'au La Maison des Mers, c'est le 6e tome. Et ensuite, c'est le fils qui a repris la saga, mais la saga a plus de 50 ans. C'est une saga qui est absolument fascinante de SF. C'est vrai qu'on disait que c'était inadaptable et que Denis Villeneuve a fait un travail surhumain, mais sa patte a finalement bien collé avec l'univers de Dune. Donc on va voir, comme je vous disais, ce qu'il a réellement respecté, ce qu'il a voulu mettre en avant des livres et ce qu'il a dû retirer. Ça, c'est un premier point. Et on va revenir sur l'amour de Dune pour le désert, parce que c'est pas le premier film qu'il fait dans ce milieu-là, avec ce paysage-là. Et on reviendra sur les futurs films de Denis Villeneuve, à savoir peut-être également, eh bien, comme on en parlait sur la vidéo pour Dune 2, le Messie de Dune, qui serait le 3e film, et donc la conclusion pour lui de sa trilogie autour de Paul. Ce qui peut être une très bonne chose. Alors, il faut savoir donc, et bien évidemment, que le premier film et le 2e film, c'est le même roman, c'est le tout premier roman. Ici, on est sur le Messie de Dune, qui est le 2e livre, qui devrait se faire, je pense, sans aucun problème en un film. Faut pas abuser. Moi, j'adorerais qu'il aille jusqu'aux Enfants de Dune, qui est le 3e roman et qui parle des enfants, cette fois-ci. Il y a plein de choses. Mais visiblement, c'est pas ce qu'il a en tête. On a une série qui va arriver sur le Ben Gesserit, qui devait être réalisée par quelqu'un que j'adore, qui est le mec qui est derrière la série Tchernobyl à l'écriture et à la réalisation, et qui a également écrit The Last of Us. Et finalement, le mec est parti pendant les dernières grèves qu'il y a eu à Hollywood. Et on sait que la série sur le Ben Gesserit existe toujours, que ça s'appelait Dune Sisterhood, ça s'appelle aujourd'hui Dune Prophecy. On ne sait pas trop ce qui se passe avec ce projet-là, c'est un peu inquiétant d'avoir la sourde oreille comme ça, parce qu'on n'a pas de date, on n'a rien qui est mis en avant. Alors j'espère qu'il y a des bons auteurs derrière pour que la série soit vraiment quelque chose de très qualificatif, de très quali. Voilà, c'est très important que la série soit au niveau de ce que Denis Villeneuve avait su apporter avec Dune. Et visiblement, il serait producteur derrière. Donc, on peut être rassuré, mais j'en attends beaucoup et je suis très inquiet de n'avoir zéro nouvelles. Donc, quand je vous parle de Denis Villeneuve, c'est simple. C'est Polytechnique et Maelstrom, ces 2 premiers films qui sont introuvables, que je n'ai jamais pu voir malheureusement, mais je sais que Polytechnique se passait déjà dans le désert. Maelstrom, je n'ai pas l'impression, je ne l'ai pas vu dans le peu de choses sur lesquelles je me suis renseigné. Ensuite, on a Incendie. Incendie, c'était clairement un film qui se passait dans le désert avec une famille. C'était bouleversant, c'était magnifique, c'était déjà un film très compliqué à suivre. Et déjà là, on n'était pas sur le schéma classique au niveau narratif. Il semait le trouble pour le spectateur, etc. C'est un réalisateur qui a toujours aimé ça. Ensuite, on a eu des films comme Prisoners, qui est un film glaçant, un thriller absolument maîtrisé. On a des films comme Enemy avec Jake Gyllenhaal, ou Mélanie Laurent également qui est au casting. Mais c'était un film très intelligent, très profond, et qui amenait beaucoup de soi. On voyait beaucoup de sa propre nature. C'est très lent, très contemplatif par moments, mais c'est absolument délicieux à regarder et très intelligent. On a Sicario, qui est un des films de cartel les plus maîtrisés que j'ai pu voir sur les cartels mexicains. Moi, j'ai jamais vu une entrée en matière comme ça, aussi fracassante. Et Emily Blunt, Josh Brolin, qu'on a retrouvé justement pour Dune, ou encore Benicio del Toro, ben voilà, c'était le trio absolument dingue
magnifique. Et puis, ils avaient une prestance, une présence à l'écran qui était juste, voilà, qui te terrassait. Et Denis Villeneuve, avec ce film, il nous glaçait. Parce que quand on entrait dans vraiment le territoire des cartels, il y avait une pression, il y avait une tension que lui seul peut amener. Et c'est un réalisateur qui est très froid. Déjà, avec Prisoners, les émotions, c'est pas quelque chose qu'il réussit en temps normal. C'est pour ça qu'avec Dune, j'avais beaucoup d'appréhension sur les personnages, parce que c'est un réalisateur qui est glacial dans ses émotions. Et justement, avec Sicario, ça se ressent. Mais c'était un film justement divin et la photographie de ce film était juste folle. Ensuite, on a eu des films comme Premier Contact. Premier Contact, on sait que Denis Villeneuve, il a expliqué plusieurs fois qu'il était absolument fan de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Il dit que c'est un de ses films préférés. Ça se ressent parce qu'on a l'impression qu'il a voulu faire sa version de Rencontre du troisième type avec ce film. Et c'est magnifique, c'est intelligent, ça prend pas le spectateur pour un con. C'est très froid en apparence, mais ça marche plutôt bien. Et puis, c'est très lent et donc ça peut perdre un certain nombre de spectateurs. Et il y a un aspect presque documentaire à certains moments qui, justement, peut en rebuter certains. Moi, j'ai trouvé que c'était un des plus grands films de SF qu'on a fait ces derniers temps. Et donc, Premier Contact, voilà, c'était une baffe énorme. Et c'est un film qui comprend tout du langage humain, du contact, de l'espace et du temps. Et on y reviendra pour l'espace et du temps par la suite. Donc ensuite, on a eu des films comme Blade Runner. Denis Villeneuve s'est excusé d'avoir fait Blade Runner 2049 après le film classique, le film culte de Ridley Scott. Et il a dit qu'il n'avait pas été à la hauteur du projet. Et il s'excuse aujourd'hui parce que il a l'impression d'avoir déçu certains. Et puis, il a l'impression de... parce que c'était pas le projet non plus qu'il voulait réellement faire. Il dit qu'il n'aurait jamais dû faire une suite de quelque chose d'aussi culte. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que je trouve qu'il s'en est très bien sorti et que Blade Runner 2049 est un film qui est magique à tous les niveaux. Mais moi, j'adore Blade Runner 2049. Je n'ai pas compris pourquoi les gens se sont tellement offusqués devant ce film qui est brillant pratiquement à tous les niveaux. Je le trouve très intelligent. Il te prend jamais pour un abruti. Il peut être complexe au premier abord à suivre. Et une fois qu'on est dedans, il t'en met plein à vue, il t'épate par sa beauté. Voilà, le minimalisme, c'est toujours quelque chose qu'adore Denis Villeneuve. Ici, on le ressent, vraiment, il y a l'ampleur. Il y a Roger Deakins qui est venu pour y faire sa photo. Et c'est sublime à tous les niveaux, les moments avec Harrison Ford, etc. Et ce Elvis en fond, avec cette musique détraquée, moi je m'en souviendrai, mais pour toujours, c'est une certitude. Et donc, tout ça amène le cinéma de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur qui fait du cinéma froid, mais auquel il y a une grandeur, une valeur de l'échelle qui est toujours présente. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément la position de son cadre, énormément ses scénarios, et tous ses films sont extrêmement aboutis. On voit qu'il n'y a pas eu de laisser-aller d'improvisation, peu en tout cas. Et à chaque fois, c'est maîtrisé de bout en bout. Donc on ne peut pas me dire que Denis Villeneuve est un réalisateur qui fait les choses mal ou qui bâcle. C'est faux. Et en général, les fins des films de Denis Villeneuve sont toujours des fins qui sont très bien trouvées. Et donc on en vient à on en vient à Dune 1. Dune 1 qui a été aujourd'hui très très controversé parce qu'aujourd'hui on le remet en question, on parle beaucoup de lui pour dire ah bah oui, Dune 1 c'était très chiant par rapport à Dune 2. Beaucoup de mes amis remettent ça en question en disant bah voilà, tu critiques Marvel, mais Dune 1 il n'y avait rien. Alors je peux vous assurer que si au travail du son, si sur le travail de la composition de l'image, sur le travail de l'expérience en salle, on avait la même chose avec les films Marvel que ce qu'on a avec Dune, je ne dirais rien de Marvel, et même si le scénario peinerait à des moments, je trouverais à redire en faisant savoir que leur travail était très bon. Reste que Dune, premier du nom, est pour moi encore un excellent film. Je l'ai revu il y a quelques jours et je ne trouve pas le côté ennuyant que certains ont pu avoir. Je ne pense pas qu'il n'y a pas assez de combats, bien au contraire, je pense qu'il y a suffisamment de combats dans ce premier film pour qu'on puisse être happé. Et quand on me dit la bataille elle se passe dans la première heure et après il n'y a plus rien, oui mais quelle bataille! Et quand on me dit c'est pas une bataille, c'est juste une famille qui se fait qui disparaît, mais vous voyez pas la composition, comment il amène le champ de bataille. C'est épique, c'est magique.
tout est fait pour nous en mettre plein la vue. Alors oui, l'action n'est pas ce que le réel fait le mieux, mais comment il l'amène, tout ça est très bien trouvé, je trouve, et donc ça rend le truc gracieux. Du coup, je vais pas vous mentir, pour moi, c'était une vraie réussite, ce premier film. Alors moi qui ai lu le roman, je suis un petit peu biaisé avec l'amour que j'ai du roman, bien évidemment, mais je vois aussi ce qu'il a enlevé du roman. C'est-à-dire qu'on a énormément de choses qui ne sont pas présentes dans ces deux parties au final. Il nous manque les Golas, les Mantas. Il faut savoir que dans cet univers-là, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, tout cela n'existe pas, puisqu'il y a eu un combat avec les robots. Et donc, on est en 10 000 et quelques, mais les robots n'existent plus. Par contre, il existe. C'est pour ça qu'on a, on a des machines qui paraissent très vieilles, avec un fonctionnement qui est très délicat, etc. On se demande pourquoi en 10 000 et quelques, on galère toujours autant. Parce qu'on n'a pas... l'avancée technologique est compliquée. Voilà. On n'a pas de robots, on n'a pas tout ça. Tout ça, ça a été évincé. Par contre, on a des hommes mentats. C'est des hommes robots, on peut estimer, des hommes informatiques, qui, eux, peuvent faire des calculs de fou. Par exemple, Thufir Hawat, que vous voyez au tout début du premier film, avec Leto Atreides, quand on vient lui adresser le message de l'empereur pour qu'il prenne Arrakis, le mental va faire un calcul dans sa tête, et on le voit avec les yeux qui sortent des orbites. Voilà. C'est des personnages qui sont très intelligents, très perfectionnistes, et le personnage de Thufir Hawat, c'est un personnage qu'on ne voit pas dans les Dune 1 et dans le Dune 2. En tout cas, il a une toute petite apparition dans le premier film, il a une place dans le deuxième, et finalement, il a été évincé. Denis Villeneuve dit que c'est un de ses gros regrets de ces deux films, c'est qu'ils n'apparaissent pas. Alors, est-ce qu'on aura l'occasion de le revoir pour le troisième film? Est-ce qu'il sera mis en avant alors qu'il disparaît dans le livre? Ça, je ne sais pas. Ce serait une très bonne idée. Personnellement, moi, j'adorerais. Et puis, on a les Golas. Les Golas, on ne les voit jamais dans le film. Et pourtant, les Golas, ils ont une place très très importante dans l'univers de Dune. Et je ne détaillerai pas pour ne pas spoiler ce qui arrive avec le Messie de Dune. On a également des choses comme le personnage d'Alia, qui dans le livre est une enfant de 2 ou 3 ans et qui parle comme une personne de 50 ans parce qu'elle a eu la préscience, elle voit le futur, donc c'est une enfant détruite si vous voulez. Et là, on n'a pas ça dans le film. Il s'est débarrassé du problème d'avoir une enfant de 2 ans qui jouerait mal, ou une enfant tout court, qui parlerait comme une adulte et qui ferait très bizarre, pour faire de Lady Jessica un personnage plus important, et qu'elle parle avec le fœtus, et que la petite dans le ventre s'exprime déjà comme une adulte. Et ça, c'est très intéressant de comment il l'amène. Et la première fois où on la voit, et c'est les moments où Timothée Chalamet, donc Paul Atreides, a pris de la préscience, l'eau de la vie, et qu'il voit le futur, et donc il voit sa sœur plus tard, et c'est Anya Taylor-Joy qui le jouera. C'est une excellente idée. Donc voilà comment c'est amené. Il y a des choses qui manquent, on n'a pas les grandes familles. Les grandes familles, on ne les voit jamais dans ces deux premiers films, on les verra certainement dans le Messie de Dune. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. On ne voit pas la Com, on ne voit pas la Guilde, on s'intéresse aux Fremen, aux Harkonnen, aux Sardaukar très peu. L'Empereur, c'est pareil, il apparaît, mais il apparaît très 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 peu. Et puis on a également, je suis en train de perdre, la princesse Irulan, qui a fait son apparition dans le deuxième film, mais qui aura une place primordiale dans la suite de Dune, notamment avec ce film. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, il y a eu de très bonnes choses, mais vous voyez, il y a énormément de choses qui ont été évincées pour que ce soit plus lisible de la part de Denis Villeneuve. Voilà. Lui, je pense qu'il avait peur de trop d'informations tout le temps. Alors le premier film où on était un peu avec les Atreides, un peu avec les Harkonnen, un peu avec la Bene Gesserit, de nouveau avec les Atreides, les Harkonnen et tout. Ici, avec ce deuxième film, il se détache de devoir montrer un petit peu les intrigues de tout le monde pour qu'on puisse comprendre l'univers, avec l'intrigue principale qui est Chani et Paul. On s'intéresse à eux et on vit avec eux. Et c'est peut-être pour ça que déjà c'est plus fluide pour les gens qui verront ce deuxième film, plus agréable, et on a l'action, et on vit tout en fonction d'eux. Et moi, je sais que ma grande interrogation, c'était de savoir comment Denis Villeneuve, qui n'est pas le réel de l'émotion, allait réussir à m'en transmettre avec ce deuxième film, là où il a pêché avec le premier et la mort de Leto.
par exemple. Moi, j'attendais énormément d'affect sur la mort de Leto et je ne l'ai pas eu. J'aime beaucoup comment c'est amené, mais je ne suis pas en sanglots ou terrifié de sa mort. Non, malheureusement. Et je me demandais s'il arriverait, avec la romance de Shani et Paul, à nous amener un petit peu justement de cette émotion. Et je trouve que le travail de Hans Zimmer sur la musique, notamment leur thème principal à eux deux quand ils se retrouvent, et les décors, la fascination qu'il a pour la mise en scène et ces grands décors très minimalistes où eux deux sont seuls sur une immensité de dunes de sable, bon bah je trouve que ça marche très bien, ça les rend ça les met très petits à l'échelle de l'univers et pourtant on a conscience du parcours que ces deux personnages vont avoir et de l'importance qu'ils ont dans ce monde. Et c'est très beau à voir. Et je trouve que la musique, quand elle arrive avec ses basses qui nous emportent et leur thème à eux, voilà, je trouvais ça magnifique. Et je trouve qu'avec le peu qu'il a amené, il a réussi à faire de très belles choses. Pareil, dans les regards, il y a énormément de moments où les regards entre Shani et Paul sont tellement puissants qu'on n'a pas besoin de dialogue. Et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est du cinéma qui, pour moi, tente des choses et le fait bien. Alors, plus que d'explications, etc. Quand les personnages expliquent ce qui va se passer et tout, là, ça m'emmerde un peu plus. Mais là, je trouvais que c'était magnifique. Et la tragédie qu'est le personnage de Paul, c'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que Frank Herbert, quand il a écrit Dune 1, il y avait un tel engouement autour de Paul qu'il n'était pas d'accord, lui. Et il a dit, je vais écrire le Messie de Paul, le Messie de Dune, pardon, pour qu'on comprenne que le personnage de Paul, ça allait devenir finalement un tyran qui amenait son peuple à une guerre sainte et à ce qu'il y ait des milliards de personnes qui meurent. Et Paul, il s'en rend compte dès le début, quand il est dans Dune 2, il se rend compte de ce qu'il doit devenir pour libérer ce peuple et il ne veut pas. Il ne veut pas de cette trajectoire-là. Shani est prête à l'aider, elle veut mettre en sécurité son peuple, mais elle a conscience de ce qu'il doit devenir et tant qu'il reste un peu de lui-même et qu'il n'embrasse pas ce côté Dieu, ce fanatique, etc., eh ben elle l'aimera toujours. Et les seuls moments où elle n'est pas d'accord, c'est quand d'un coup, au milieu de la foule, il devient ce personnage que tout le monde veut et qu'il y a le fanatisme religieux qui arrive et qu'il se prend pour quelqu'un d'autre. Et là, d'un coup, on voit qu'elle le regarde bizarrement et qu'elle serait prête à le tuer si ça déraperait. Voilà, il y a des choses qui sont hyper intéressantes avec ce récit. C'est pour ça que le final de ce film se finit avec une Shani qui est contre lui et qui part dans le désert seule. Elle part dans le désert seule. Et pourquoi ? Pour qu'on comprenne bien l'opposition qu'il y a avec le fanatisme, eux qui vont s'engager dans une guerre dont ils ne sont pas prêts. Paul Atreides qui va devenir bien plus qu'un dieu. Et voilà, Shani, elle qui combat ça en s'écartant du chemin. Et lui a vu l'avenir, donc il dit, elle reviendra, parce qu'il sait qu'elle comprendra ce qu'il est en train de faire. Et comme il a vu l'avenir, bon bah il n'y a pas de souci, il la laisse faire son chemin pour l'instant et rester de marbre. C'est très beau, c'est très beau. Alors moi j'aurais préféré la fin du livre personnellement, mais je trouve que c'est intelligent de l'avoir fait comme ça parce que Denis Villeneuve voulait vraiment respecter le fait que Frank Herbert avait été déçu que tout le monde voit Paul comme un héros et non comme un avertissement si vous voulez. Donc il a voulu le retranscrire avec la fin de ce deuxième film. Avec le deuxième visionnage, j'arrive un peu plus à l'accepter. Et du coup, bah, c'était absolument magnifique. Mais je vous avoue que je l'ai vu la deuxième fois sans le IMAX, donc sans le son de fou et l'image. Et c'est vrai que l'expérience n'est pas du tout la même. Alors je le reverrai bien évidemment en IMAX. Mais ceux qui peuvent avoir l'occasion, s'ils pensent qu'ils vont se faire flouer avec l'IMAX, parce qu'évidemment ça demande des deniers énormes, etc. pour pouvoir se permettre une telle expérience par rapport à la salle, je peux vous assurer que sur un film comme celui-ci, ça se ressent. Moi j'y suis allé sans l'IMAX, ça m'a manqué. Ça m'a manqué d'en prendre plein la gueule pendant tout le long du film. C'est toujours aussi beau, mais c'est jamais aussi beau que je ne l'ai vu la première fois en IMAX. Et pareil pour le son. Alors imaginez si, en l'ayant vu dans un cinéma lambda, et je suis déçu, imaginez le jour où je vais le revoir sur mon écran
ma télé ou sur un écran de PC ou peu importe. Alors jamais sur un écran de PC, ça n'arrivera pas avec moi, mais je ne pourrais pas revivre ça. C'est pour ça que je vais privilégier de voir Dune le plus possible, tant que je le peux. Voilà. Les deniers ne sont pas là, mais dès que je le peux, j'y retourne le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment une expérience de malade. Alors, Denis Villeneuve, aujourd'hui, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va nous proposer pour la suite? Quels sont ses projets à venir? Alors, qu'est-ce qu'a en tête Denis Villeneuve pour la suite? Eh bien, Denis Villeneuve, il ne veut pas tout de suite s'attaquer à la suite de Dune, parce que Dune marche bien. Dune, à la fin de sa première semaine, avait fait 175 millions de dollars, ce qui est le plus gros succès, le plus beau démarrage de l'année 2024, donc il faut le souligner. C'est très bien pour un film qui a fait 400-500 millions de spectateurs pour le premier film, et moi j'avais très peur que ceux qui n'avaient pas vu le premier, évidemment, n'aillent pas voir le 2, et donc on a un fait de mou et pas un succès grandiloquent. Et visiblement, le succès a l'air d'être là, et on devrait s'en tirer à peu près à 700 millions de dollars. Voilà, c'est estimé à 650-700 millions à la fin de sa carrière. On verra si les pronostics sont bons ou pas. En tout cas, la suite de Denis Villeneuve pour le cinéma, ce serait de faire un autre film avant de rattaquer sur Dune. Et on sait que le processus de Denis Villeneuve sur ses films est très long. Il écrit d'abord un scénario, ensuite il est avec son storyboarder et il va composer son cadrage, etc. Il va voir si, avec le scénario qu'il a, son storyboard correspond. Et si le storyboard ne correspond pas, s'il n'y a pas suffisamment d'images pour lui qui ont du sens, eh bien il est à la réécriture, et une fois qu'il a réellement tout storyboardé, que tout a un visuel, tout dans sa tête est vraiment cohérent, eh bien là il se met en pré-production avec toute son équipe, et là il entame réellement les choses concrètement. Donc ça peut prendre plus de 3 ans. Donc vous imaginez que là on est en 2024, donc on parle de 2027. Ok ? Donc déjà 3 ans. 3 ans pour faire quoi? Eh bien, on nous parle de 2 projets. On nous parle de Rendez-vous avec Rama, qui serait un autre projet de SF qui a des critiques presque dithyrambiques, donc à voir ce que ça donnera. Mais c'est un scénario dont on nous parlerait d'espace et de temps. Donc c'est pour ça que je disais avec Premier Contact qu'on y reviendrait. L'espace et le temps, il l'a déjà évoqué avec ce film-là. Ici, apparemment, on parlerait encore d'espace et de temps. Et ce serait vraiment une SF qui tournerait autour de l'éternité. Donc je suis très impatient de voir ce que lui est capable de faire, et comme quoi la SF lui colle à la peau. Entre le désert et la SF, on voit que c'est 2 choses qui lui tiennent très très à cœur, et il est là pour lui amener une nouvelle vision. C'est très intéressant de voir ce que lui est capable d'amener avec la SF, et il fait des choses absolument brillantes. Enfin, ça c'est que mon avis encore une fois. Et je voulais vous dire aussi qu'on a un projet de Cléopâtre. Cléopâtre, c'est un projet qu'il a parlé il y a quelques semaines. Et on aurait Zendaya en Cléopâtre. On aurait Daniel Craig, notre ancien James Bond, qui s'est retiré avec le dernier film No Time to Die, qui est sorti là il y a 2 ans, même pas. Donc Daniel Craig incarnerait ce César. Zendaya, Daniel Craig et Timothée Chalamet en Romulus ou en Brutus, je ne sais plus le personnage qu'il incarnerait, un soldat romain. Zendaya, Cléopâtre, Daniel Craig, César, Timothée Chalamet au casting. Déjà, rien que ça me donne très envie. Et puis, merde, l'Égypte antique amenée par Denis Villeneuve, qui nous fait des échelles de valeur absolument dingues, des cadrages de fou. Il remet l'homme à sa place avec, quand c'est de la SF, des machines juste gigantesques, etc. Des panoramas à couper le souffle et un minimalisme qui est juste saisissant et qui, moi, apporte beaucoup de grandeur. Mais le voir faire Cléopâtre, encore une fois, mais qui nous montre encore ce désert et qui nous apporte des nouvelles choses, des nouvelles façons de filmer le désert. Et son amour pour ça, moi, ça me fascine. Je me demande qu'est-ce qui a pu le fasciner autant à l'époque. Casablanca, je sais pas. Je me pose des questions. Est-ce qu'en voyant Lawrence d'Arabie, par exemple, au cinéma, il a été fasciné par le désert, et est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le désert est une obsession presque dans tous ses films? Je sais pas. Mais en tout cas, sa manière de l'amener, de nous le montrer, eh bien, c'est juste sublime. Hein. On a juste à voir ce que Greg Fraser a fait avec Dune. C'était sublime, les crépuscules, etc., qui sont amenés dans Dune 2, encore plus que dans le premier. D'ailleurs,
je trouve que les décors, que la manière de filmer et tout est très 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 belle. Voilà, donc moi j'ai aucun problème avec Denis Villeneuve et j'ai très peur juste de l'attente. Combien de temps on va attendre pour pouvoir découvrir ce Dune 3? Moi je suis pas pressé en termes de temps réellement, mais c'est juste que Dune me tient tellement à cœur que j'ai envie de voir la suite. Mais c'est très intelligent d'attendre pour faire le Messie de Dune. Vous voyez, c'est pas très long, mais c'est très politique. C'est beaucoup moins dans l'action que ne l'est Dune, premier du nom. Et ensuite, ça se complexifie et parfois, il n'y a pratiquement pas d'action pour des trucs beaucoup plus psychédéliques, mythologiques, philosophiques. Enfin voilà. On traite toujours de l'amour, de l'éternité, de la descendance, de l'héritage, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Et moi, j'en suis au 5e roman et j'en suis donc aux Hérétiques de Dune. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal par moment à savoir ce qu'il y a tellement de terminologie pour chaque famille ou chaque guilde, etc., que parfois je me perds. Réellement, là, j'ai besoin des fois de me rappeler qui est qui fait quoi. C'est compliqué, mais j'adore cet univers, je le trouve passionnant. Mais voilà, Dune, troisième du nom, donc le troisième film qui adapterait le Messie de Dune si jamais il le valide, ce que je pense est maintenant acté. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu, mais je pense que c'est acté et qu'on l'aura. Donc déjà, c'est un bonheur d'imaginer que Denis Villeneuve va pouvoir aller au bout de cette trilogie avec ce film. Mais on voit vraiment ici le point de vue, on voit vraiment que Denis Villeneuve avait une vision du truc. Et quand les gens attaquent le premier film en disant on a eu le contemplatif et maintenant on a le vrai film, c'est faux. Je vous assure que dans le premier film, on a des choses mais qui sont passionnantes. Alors moi, j'aurais voulu plus de Leto et de Jessica parce qu'il y a une tension entre eux dans le premier film qu'on n'a pas. La mort de Leto, elle est ambiguë, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On a l'enfant de Chani et Paul qui n'est pas dans le film. Chani et Paul ont un enfant et au moment de la guerre, il se fait tuer par les Harkonnen, les Sardaukar. Et ça a été éclipsé parce que la romance était trop neuve pour Denis Villeneuve. Et voilà, il ne voulait pas rajouter un enfant là-dessus. Il voulait vraiment qu'on reste sur la vengeance du père, donc de Leto Atreides. Et c'est très intelligent de l'avoir éclipsé ici. Et la princesse Irulan aura beaucoup plus de place dans le troisième film. Ici, on nous la montre réellement comme elle est dans les romans parce qu'on a des toutes petites rubriques où elle, avant chaque chapitre, où on va avoir comme des dictons, des citations, des mémoires, si vous voulez, de quelqu'un. Et c'est toujours la princesse Irulan qui relate des faits qui se passent dans cet univers-là. Et donc, on a ces récits qui nous sont emportés avant chaque début de roman par elle. Et c'est comme ça qu'il amène le deuxième film avec elle. Donc, il respecte réellement ce qu'elle est dans les livres. Et c'est très intéressant puisque par la suite, elle devient un personnage qui est primordial. Et on voit déjà ce qu'elle pourrait advenir avec le Bene Gesserit, etc., qui met en place toutes ces petites paroles dans l'ombre. Voilà, c'est très très intéressant de voir ce qu'il amène. Donc Denis Villeneuve, l'amour qu'il a pour le désert, moi je trouve ça magnifique. Est-ce qu'on aura une série d'une Sisterhood ou d'une prophétie sur le Bene Gesserit à la hauteur? J'ai très peur. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais moi je l'attends. Hein. 2024, j'espère que c'est son année. Si vous n'avez pas découvert ces anciens films, je vous invite à les découvrir tout simplement parce que la patte de Denis Villeneuve, elle est unique. Et c'est tellement rare de trouver des réalisateurs qui ont vraiment leur patte que là, vous pouvez vous emparer de son univers. Et voir Denis Villeneuve aller vers le blockbuster avec sa patte et donc surprendre les gens parce qu'il n'est pas le réalisateur. La patte de Denis Villeneuve ne convient pas aux blockbusters tels qu'on les imagine. Donc le voir adapter des blockbusters à sa manière, moi je trouvais ça très intéressant. Le premier film, la seule chose qui me manquait, c'était sa fin qui n'était pas aussi forte que dans ses précédents films. Mais pour le reste, moi je suis saisi de tout ce que j'ai vu. Je le revois, je trouve ça sublime. Je ne comprends pas qu'on l'attaque aujourd'hui. Il y en a plein qui disent, oui, vous voyez, personne n'aime le premier film, tout le monde adore le deuxième. Donc il y a un problème. Non. Et puis la presse est unanime avec les deux films, faut pas déconner. Alors oui, certains n'aiment pas le contemplatif du premier et seront saisis par le deuxième. Oui, mais dire qu'il n'y a rien, c'est faux. On a une tragédie grecque dans le premier film et après on a l'envol du personnage vers le fanatisme religieux, vers la politique et le destin qui l'attend.
et on est passé de l'enfance à l'âge adulte. Et ça, c'est magnifiquement amené par Denis Villeneuve. Donc on avait un vrai point de vue du début à la fin, et que ça vous plaise ou non, le fait qu'on ait un point de vue, on ne peut pas l'attaquer. On pourrait l'attaquer si ça avait été un truc bâclé et que il avait lâché prise, mais il n'a jamais lâché prise à son idée, et tout ce qu'il a voulu amener, il a su l'amener avec logique. Et donc on peut débattre avec lui, mais on ne peut pas trouver, c'est vraiment son film, c'est vraiment son point de vue. Donc soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Moi je le trouve fascinant, et donc Dune, troisième du nom, arrivera. On a un scénario, on a Eric Ross qui a fait le scénario de Dune, qui nous le promet, qui nous dit que le troisième est en bon chemin, les acteurs sont prêts. On a eu un casting de malade, il ne faut pas l'oublier, hein, Josh Brolin, Javier Bardem avec Stilgar, qui est mon personnage préféré. J'ai adoré dans le deuxième film ce qu'il est devenu. Il amène beaucoup de rire, et lui, avec ses croyances, etc. Moi, j'ai trouvé le personnage très touchant. Les effets spéciaux sont très beaux. Enfin voilà, on a des choses qui vraiment nous amènent un spectacle de haute lignée. Et puis, je voulais vous dire autre chose, je vais l'oublier. Non, donc oui, effectivement, le casting. Donc, Toufer Awad, qui est un acteur génial, mais qui n'a pas eu une grande place dans l'univers. Il y a plein de petits rôles comme ça dans le premier film qui manquaient cruellement de saveur, et qui, dans le deuxième film, heureusement, ont été développés. Paul et Shani, par exemple, j'avais très peur que ce soit éclipsé, c'est pas éclipsé. Lady Jessica, elle a une force. Stilgar, il prend de l'ampleur. Voilà. Tout prend beaucoup plus de place avec ce deuxième film, mais dans le premier film, il fallait réussir l'inadaptable, et il fallait réussir à composer. Il fallait amener l'univers de Herbert au cinéma. Voilà ce que je peux vous dire de son univers qui, moi, me fascine. C'est un réalisateur que je trouve très humble, et j'aime beaucoup sa manière de faire du cinéma. Voilà. Je ne sais que vous dire. Donc voilà, son casting était démentiel. Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Zendaya, on a eu Charlotte Rampling, on a eu également Rebecca Ferguson, on a eu Oscar Isaac, qui est vraiment un Leto Atreides, brillant Stellan Skarsgård, qui est terrifiant en Baron Harkonnen. On a eu Austin Butler, on a eu Dave Bautista, on a eu tous ces acteurs-là qui sont venus contribuer à la magnificence de ce film. Florence Pugh pour être la princesse sur Ilan, Christopher Walken pour être l'empereur, c'est parfait. Et on attend la suite, les amis. Merci d'avoir été au bout. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu le cinéma de Villeneuve, comment il compose, etc. Sa musique, il ne faut pas oublier la musique d'Hans Zimmer, qui n'est pas la meilleure pour moi, mais qui vraiment fait un très très beau travail, notamment le thème des amoureux. Allez sur Internet et mettez-le, vous allez voir, vous allez être embarqué. Et on attend la suite. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Messie de Dune, on n'attend qu'une chose, que Warner valide, et qu'ensuite Denis Villeneuve ne soit pas trop dans l'attente. Alors oui, qu'ils prennent le temps de faire les choses bien, mais qu'on n'attende pas 10 ans pour voir ce film, je vous en prie. Donc là, on espère 2028, peut-être Dune, troisième du nom, avec Anya Taylor-Joy en Alia. Ben écoutez, si c'est vraiment ce qui nous attend, moi je croise les doigts et je vous dis, on va avoir une trilogie qui va être phénoménale. On va avoir du très très lourd et on s'en souviendra pendant longtemps. C'était tout pour moi. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo, la liker, commenter, me parler de l'univers de Dune. Est-ce que vous avez lu tous les romans? Vous voyez, là c'est le dernier livre qui s'appelle La Maison des Mers. Nous avons L'Empereur Dieu, qui est le 4e roman. Nous avons Les Enfants de Dune. Donc voilà, c'est un univers qui est très très riche. Si vous aimez cette SF, vous m'en parlez en commentaire. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et que vous trouvez Dune toujours aussi ennuyant que dans son premier film, on en parle, on en discute et on parle de cinéma très vite pour de nouveaux films. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Likez et commentez, abonnez-vous. Merci à vous.